De retour en Afrique à Marrakech. Notre invité est Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il défend une institution souvent critiquée, bien qu'indispensable en ces temps de crise. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio du Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous juste avant le week-end, en fin de semaine aussi. Et Dieu sait que la semaine a été très longue et très animée. Aujourd'hui, nous y ferons d'ailleurs allusion. Justement, je vous présente ceux qui m'accompagnent une fois de plus dans ce Café des Sports. Ils sont là fidèles au rendez-vous. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Bonjour à tous. À vous. Salut à Rémi qui pour une fois m'a pas copié. Oui, je vois que vous êtes habillé assez différemment. Bonjour Rémi, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je l'ai dominé même au niveau de la couleur. Pour moi c'est rouge vif et lui c'est franchement... c'est cool. Comment allez-vous? Je vais super bien, Annie. Ouais, je sais pas. D'accord. Je suis en super forme. J'ai envie de finir avec celui-là sur le rythme. Non, gardez-le pour la semaine prochaine aussi. On va pas parler de Mourinho aujourd'hui. Autre Camerounais sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour, l'éternel capitaine. Bonjour Benjamin Moukanjo. En tout cas, c'est notre capitaine à nous. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Comme d'habitude, je vais essayer de faire l'arbitre en étant objectif surtout. Mais des fois, il y a un camp camerounais qui se détache. Oui, bon, parce que oui, entre Camerounais, on a quand même surtout cette forme de solidarité. Bon, Xavier, je m'en excuse. Frédéric, lui, il est directement en lien avec le Cameroun et avec tout le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie. Et les premiers messages qui arrivent. Ézéchiel Djegou, un Café des Sports à prendre chaud. Bonne émission. Et puis Ousmane Omar. Enfin, Benjamin Moukanjo est là. Oui, enfin, mais voilà, c'est ça, c'est comment ils disent, the cherry on the cake, nous disaient certains camarades l'autre jour à la fin d'un match qui se tenait en Angleterre. Aujourd'hui, nous évoquerons cette fête planétaire pour un centenaire de la Coupe du Monde. Le 24e mondial se jouera sur 3 des 5 continents, et notamment le continent africain, le Maroc, enfin récompensé à sa 6e candidature. Ce gigantisme sert-il ou non ce sport populaire? L'OM toujours souffrante, l'équipe de la cité phocéenne ne parvient plus à gagner hier soir en Ligue Europa comme en championnat de France. Gennaro Gattuso a décidément beaucoup de travail. Cet entraîneur italien nouvellement arrivé va-t-il réussir? Lens-Lille, le derby du Nord qui promet d'être très chaud après l'exploit des 100 et or cette semaine en Ligue des Champions. C'était sur sa pelouse, dans son stade. À Londres, justement, ses adversaires d'un soir, Arsenal recevra Manchester City, le choc des prétendants au titre de champion d'Angleterre, dont nous parlerons aussi. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, Laurent Salerno à la réalisation, ainsi que Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Because football unites the world and football is becoming truly global. Le centenaire de la Coupe du Monde sera donc célébré en grande pompe par la FIFA, un siècle après les premiers matchs inauguraux, parce que l'histoire veut qu'en 1930, le 13 juillet 1930, il y ait eu 2 matchs en même temps. Il y a eu France-Mexique et il y a eu États-Unis-Belgique. C'était à Montevideo. Et donc, 100 ans après, le 24e mondial de l'histoire se disputera non seulement à l'échelle planétaire, mais il honorera aussi ce pays, ce berceau, on va dire. Il y aura 48 équipes, à l'époque il y en avait seulement 13, ce sera sur 3 continents, les Amériques, l'Afrique et l'Europe, avec 6 pays hôtes, donc l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, et ensuite, pour ce qui est de l'Afrique, le Maroc, pour ce qui est de l'Europe, la péninsule ibérique dans son ensemble, puisque ce sera l'Espagne et le Portugal. Alors, la répartition des matchs, par contre, on va en parler, c'est pas encore très fixé. Il n'y aura que 3 matchs, donc un par pays sud-américain. En tout cas, on a vu, vous l'avez vu en ouverture pour ceux qui nous regardent, le sourire de satisfaction de Gianni Infantino. La FIFA
à gagner son pari, contenter tout le monde et maximiser l'événement. Après le football global, après le football total, le football global, Xavier Barret? Oui, enfin, Infantino a surtout contenté son bienfaiteur saoudien, qui était candidat pour 2030. Ils l'ont dit non, 2030 c'est trop compliqué, puisqu'il y a eu le Qatar en 2022, il y a d'autres continents à servir, donc on va compresser tous les autres continents d'un seul coup, puis comme ça vous l'aurez en 2034. Parce que c'est ça quand même le fond de l'histoire. Comme les Saoudiens mettent beaucoup d'argent dans le football et qu'actuellement c'est eux les principaux bailleurs de fonds du football international, pour qu'ils aient la Coupe du Monde en 2034, on va concentrer tous les autres continents sur 2030. Donc on se retrouve avec un truc complètement ahurissant. La candidature Espagne, Portugal, Maroc était une très bonne idée. Et là, on va rajouter des matchs en Amérique du Sud. Alors en 2019, il avait refusé cette candidature qui finalement unissait, même si c'était des voisins, mais 2 continents, sous prétexte que justement, c'était 2 continents différents qui étaient représentés. Oui, en 2019, il dit que ça ne peut pas être l'Afrique et l'Europe. C'est la réelle politique, parce que les Saoudiens, eux, proposaient une candidature avec la Grèce et l'Égypte. Donc 3 continents déjà. Donc c'était compliqué de leur là, dire ça non. devenait in. Donc voilà. Donc là, tout d'un coup, on a changé son fusil d'épaule, tout simplement parce qu'il y a des intérêts commerciaux et financiers monstrueux. Et puis comme il ne faut pas vexer les Sud-Américains, on va leur donner 3 matchs. Enfin, pour le moment. Parce que les dirigeants sud-américains ont déjà annoncé qu'ils voudraient plus de matchs. Donc, on se retrouve avec un projet mais complètement délirant et qui est, je pense, très nauséabond pour le football actuellement. Xavier n'est pas officialiste aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, Benjamin. Alors, moi, j'aimerais poser la question à un acteur qui fut, en tout cas, un acteur du monde du football. Benjamin, quand on est joueur et qu'on se dit, oulala, on va jouer entre 3 continents, est-ce que ça fait peur parce qu'on se souvient quand même qu'au Qatar, la Coupe du Monde vendue et vantée par la FIFA, c'était en gros unité de lieu, unité de temps. On y était au Qatar, vous y étiez aussi. On pouvait se rendre sur les stades en 1 heure, 1 heure et demie maximum. On était dans tous les stades désignés. Et ça s'est très bien passé. Aussi, on avait la possibilité de les voir, les 4 matchs en une journée. On avait trouvé que c'était une superbe organisation. Maintenant, de le faire comme ça... Vous ne pourrez pas, là. Ouais, non, mais là, c'est impossible. Il y aura 10 000 kilomètres entre un match et un autre. On ne pense même pas à la santé des joueurs. Parce que du coup, c'est des matchs déjà en plus, d'être passé de 32 à 48 équipes. On veut satisfaire tout le monde, mais malheureusement... 104 matchs. Oui, ça va se jouer sur quoi? Sur 6 semaines, à peu près. Oui, sans doute. Voilà, donc ça fait des matchs en plus. Déjà, quand on voit une saison qui est assez longue, l'UEFA déjà en a rajouté. On rajoute encore avec des matchs en Coupe du Monde. Je trouve qu'on ne pense pas à la santé des joueurs. Et même au-delà de ça aussi, économiquement, les supporters qui vont se déplacer pour suivre les équipes. On ne pense pas aux supporters non plus, en fait. Ah oui, on pense à personne. On pense aux sponsors. On pense surtout aux sponsors, à tout ce qu'on va rapporter, tout ce qu'on va avoir dans les caisses de la FIFA. Et je trouve que c'est malsain parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le nombre de joueurs qui se blessent à cause des matchs accumulés, semaine après semaine. Toute la saison. Mais oui, c'est des acteurs. Si on veut avoir une belle Coupe du Monde, il faut que les joueurs, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, qu'ils soient un minimum frais pour pouvoir donner le maximum. Mais là, j'ai l'impression qu'on mise tous l'argent, on mise tous les droits La télé. dernière Coupe du Monde, il n'y avait même pas eu un mois pour chaque sélection pour se concentrer et pour s'entraîner. On avait vu que le niveau était peut-être un peu moins bien. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un pied sur 3 continents pour une même compétition? C'est une grosse escroquerie contre l'Afrique. Ah voilà. Non, mais on s'est posé la question parce que vous avez raison. Alors, je vais résumer. Il y a 104 matchs programmés. Il y en aura 3 théoriquement en Amérique du Sud. Et puis après, finalement, le Maroc qui a été 5 fois candidat jusqu'à maintenant, c'était la 6e candidature pour l'organiser seul, qui organisera seul la CAN à 24 équipes. Là, ils auront peut-être une 30aine de matchs. Je dis c'est une grosse escroquerie, comme je le dis encore. Parce que... Mais tout le monde est content. Vous avez vu le message du roi. Le roi, il salue, il dit qu'on reconnaît la place du Maroc dans le concert des grandes nations. Si c'est ça, être content, cela veut dire que, franchement, c'est encore un mépris parce qu'il faut se dire que le Maroc avait déjà affronté la candidature de la France en 1998. Le Maroc perd à 12 voix contre 7. C'est-à-dire que le Maroc avait déjà un pied pour l'organisation. Et nous nous souvenons d'ailleurs qu'en 2010, il y a 3 pays africains. C'est-à-dire il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a l'Égypte qui doivent organiser. Et à la dernière seconde, on dit au Maroc, bon, on préfère un peu donner à l'Afrique du Sud parce que d'ailleurs, on va raconter une histoire que l'Afrique du Sud avait sponsorisé, bien sûr, la CONCACAF à 10 millions de dollars. C'est-à-dire que pour l'achat des voix. Ça, c'était en 2008. Et du coup, le Maroc s'est tu. 2004. Le Maroc revient
avec de très bonnes intentions, avec un développement du football, même sur le plan international, on le sait, avec des infrastructures dignes de ce nom, eh bien, on nous dit maintenant que ce Maroc-là, il faut d'abord aller organiser en Amérique latine à tel ou tel endroit, à tel ou tel autre endroit. Je vous rappelle quand même que déjà en 1930, les pays africains n'étaient pas favorables à ces... Enfin, n'avaient même pas été invités. En 1934, on a fait voyager un pays africain par bateau, c'est-à-dire l'Égypte, qui a pris 3 semaines pour aller participer à une Coupe du Monde. Mais maintenant, on nous fait comprendre que les pays vont voyager de tel pays à tel autre pays. La réalité du monde, c'est quand même que vous prenez l'avion, en 10 heures, vous êtes en Amérique du Sud. S'il te plaît, je te rappelle juste une chose, Annie. Il y avait l'avion en 1950, oui ou non? Non, mais non, là, mais on parle de... Non, en 1950, il y avait l'avion. Pourquoi je vous pose cette question? Je vous pose cette question, pourquoi? Parce que la Coupe du Monde est organisée au Brésil. Et la France se retrouve du fait qu'elle l'ait repêchée parce que l'Écosse a signé le forfait sans pour autant oublier. Et par la suite, ça devait avoir lieu au Brésil. Or, le premier match que la France devait jouer, c'était à Porto Alegre. Et la France n'est pas partie parce que le deuxième match contre la Bolivie devait avoir lieu à 3500 km. La France a dit, nous ne pouvons pas accepter ce long voyage au niveau de l'avion, ou les températures. J'ai dit bien que même s'il y a l'avion, la phase de récupération dans des vols, et même après le match, c'est énorme. Et surtout pour des compétitions de cette envergure-là, qu'on soit maintenant dans la Coupe du Monde du vagabondage et non la Coupe du Monde globale. Est-ce qu'il y a des réactions d'abord est-ce que les gens aiment cette idée ou pas, se contentent de cette idée? Vraiment, hein. Il y en a qui rebondissent sur ce que nous disait Benjamin, la Didier Espérance mondial épuisera énormément les joueurs, des allusions également au décalage horaire. Donc on commence une Coupe du Monde à certains horaires. En tout cas, vous voulez la regarder là où vous êtes. Bon, c'est le matin peut-être. Puis après, on bascule sur le continent européen. Il y a quand même Barak Rouné, malgré les critiques, moi je trouve intelligible, très exotique ce qu'a décidé la FIFA. Il nous dit, Barak, le centenaire, la Coupe du Monde du centenaire mérite ce style de carnaval Infantino, ajoute-t-il. Oui, donc il y a une petite ironie. Frédéric, en préparant l'émission, on s'est aperçu aussi d'une chose. Pour l'instant, il doit y avoir encore... C'est une proposition de Gianni Infantino et il restera l'aval technique, le rapport technique pour confirmer... ça peut changer. D'ici la fin de 2024. Moi, j'aimerais savoir, surtout la répartition des matchs. Effectivement, il n'y en a que 3. On voit déjà que l'Argentine est prête à se battre pour qu'il y en ait plus. Le Maroc et l'Espagne sont en train de se battre aussi pour savoir quels sont les matchs les plus regardés, c'est-à-dire l'ouverture et la finale. C'est quand c'est il y a 3 jours que ça a été attribué. Et là, ça y est, déjà, chacun met la pression. Dans la journée, là, on a vu sur les réseaux sociaux, effectivement, les Marocains qui proposent un stade superbe pour accueillir la finale. À construire. 93 000 places près de Casablanca. Et l'Espagne qui laisse entendre, on a 15 stades qui sont prêts, donc on peut en laisser un petit peu au Portugal, un petit peu au Maroc, mais nous on est bien, on est prêts. Quand même le continent africain, regardez tout ça. On va vous dire qu'on a organisé une seule Coupe du Monde là. Ce championnat qui donne tout presque au niveau de la FIFA. Moi, je dis que nous proposer maintenant qu'on va construire à tel ou tel endroit telle qualité de stade, alors qu'on a tout promis à l'Afrique. On a dit que la Coupe du Monde devait être rotative. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Quand il faut parler de l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, où c'était pour faire aussi plaisir à Nelson Mandela, eh bien, le continent africain est oublié. Je demande d'ailleurs à ces présidents de fédérations-là, ne votez plus Infantino. Il ne vous aime pas. Mais Benjamin, c'est vrai qu'en même temps, ce gigantisme fait que 48 équipes, qui peut organiser? Là, on voit que la première qui sera de 48 équipes, ça sera la prochaine Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique. Un seul pays, pratiquement, ne peut plus organiser un événement unique. Non, mais c'est pour ça qu'ils se mettent aujourd'hui à 2, à 3. Mais ça arrange la FIFA, n'est-ce pas? Oui, ça arrange, bien évidemment, ça arrange. D'autant plus que Xavier le disait, dès lors où il avait refusé déjà ce format-là, de l'accepter aujourd'hui, c'est parce qu'on sait très bien que derrière, il y a beaucoup d'argent aussi. Mais géographiquement parlant, parce que moi, c'est ça le problème. Que ça soit resté entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ça se comprend, il y a une vraie cohérence. Mais de nous amener jusqu'aux États-Unis,
Mais là, après, la suite de ça, c'est quoi? C'est que les 5 continents vont l'organiser là, dans quelques années. Non, on va faire la finale sur la Lune. Non, bien sûr. Bah, et puis le match d'ouverture sur l'Everest. Voilà, Marco Rose qu'on a entendu hier. C'est aussi une découverte culturelle. Enfin, une Coupe du Monde, ce qui a bercé nos souvenirs quand on allait la Coupe du Monde au Mexique, le Brésil, et puis pour les Sud-Américains de venir en Europe, Coupe du Monde en Italie. Il faut arrêter rapidement ça. Pourquoi vous n'allez pas en Nouvelle-Papouasie, Guinée? Papouasie en PNG. Ouais, attendez. Parce ils sont candidats. Parce que, je voulais vous dire, là-bas, il y a 900 îles. Comme vous voulez dire là. Mais il y a 900 îles. Et ils ont l'avantage que ce sont les endroits où les gars ne portent que les caches-sexes. Donc, on va jouer au football, même en caleçon. Et ce serait beau pour la culture et beaucoup de choses. Je vous dis, c'est une affaire d'escroquerie financière. On va là, il y a beaucoup d'argent. Et tout. C'est-à-dire, on va voyager comme ça, personne. Bon, peut-être personne ne va se plaindre parce qu'il y aura beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que le voyage le plus difficile est celui où on voyage avec une bourse vide. Oui, alors on dit que ça déforme les valises aussi. Xavier, moi je voudrais vous relancer justement sur cette histoire d'Arabie Saoudite. Parce qu'on a aussi compris, on connaît les liens entre la FIFA et cette région du globe, voir les liens directs entre Gianni Infantino et le Qatar où il réside et l'Arabie Saoudite avec qui il est devenu très ami. Et en fait, on a eu la sensation, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a comprimé des candidatures pour faire plus vite, parce que maintenant, il a limité les candidats pour 2034 au continent océanique, donc il va y avoir la Papouasie, Rémi, et l'Asie. Bien sûr. J'ajouterais qu'une demi-heure après l'officialisation de la candidature 2030, l'Arabie Saoudite a dit, bon, nous, on est candidat pour 2034. Bien sûr. C'était pas téléphoné du tout. On va voir ce qui va se passer, parce qu'effectivement, pour le moment, ils ont ouvert les candidatures. On sait que les Japonais et les Coréens étaient candidats pour 2022. Chacun de leur côté d'ailleurs, les Australiens aussi, qui ont déjà, comme le Maroc, fait plusieurs fois de candidature et qui l'ont jamais. Coupe du Monde féminine qui a été une grande réussite récemment. Ou les Coupes du Monde de rugby, mais qui n'ont jamais eu la Coupe du Monde masculine et qui ont déjà été candidats plusieurs fois. Donc on va voir comment ça va se passer, parce que là, effectivement, il l'a promis aux Saoudiens. Donc dans la rotation, il a mis tout le monde en même temps, en Europe, Afrique, Amérique du Sud, pour que ça vienne en Asie. Mais il y a d'autres candidats en Asie qui veulent aussi organiser la Coupe du Monde et qui en sont parfaitement capables, sans oublier la Chine. La Chine, à un moment, la FIFA avait promis à la Chine la Coupe du Monde 2026. Ça remonte à quelques années, c'était encore du temps de Blatter. Au football, les Chinois. Ils y ont beaucoup investi. Ils ont une grave crise économique qui a fait qu'ils s'intéressent moins au football en ce moment. Mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est déjà fait pour l'Arabie Saoudite, vu qu'ils ont les moyens et qu'ils vont financer la Super League africaine de football, si je ne me trompe pas. Mais c'est cousu de fil blanc et vert, je vous l'ai dit dès le début de l'émission. Voilà, donc c'est gros, effectivement, comme un fil, non pas un fil de couture, mais un vrai filet de pêche. Non, le but du jeu, c'est effectivement de satisfaire les Saoudiens le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait ce micmac, enfin que la FIFA, avec son président, ont fait ce tour de passe-passe pour que tous les autres continents soient servi d'un seul coup. Et en plus, Frédéric, on a l'impression de revivre un peu l'histoire qatarienne. C'est-à-dire que le Qatar a investi, a eu cette Coupe du Monde, a été candidat et du coup a investi, alors ici en France, notamment dans le Paris Saint-Germain, mais c'est ce que fait un peu l'Arabie Saoudite, elle un peu avant. Cet été, son championnat incroyable du puis championnat saoudien, avec toutes les stars qui sont parties, les Benzema, etc. C'est parce qu'il faut rappeler aussi qu'avec ces recrutements pharaoniques, l'Arabie Saoudite a soulagé l'économie de très nombreux clubs. Parce qu'il y avait des clubs, et pas seulement le Paris Saint-Germain, qui avait de très grands joueurs sous contrat avec des très gros salaires. Et là, en les attirant en Arabie Saoudite, en leur proposant toujours des très gros salaires, ils ont libéré la masse salariale pour beaucoup de clubs. Et donc, ils ont régénéré le mercato, le marché, ce qui a permis à des clubs, et même des clubs anglais, du coup, de recruter. Donc, ils sont un peu les sauveurs du football mondial aujourd'hui, malgré la crise économique. Et donc, ils vont être récompensés avec la Coupe du Monde en 2034. On continue dans Radio Foot International. C'était notre cours de géopolitique du football. Mais la FIFA nous y oblige un petit peu avec cette folie des grandeurs pour 2030. On continue. On va parler d'un club qui est cher à beaucoup de monde, l'Olympique de Marseille. La dernière victoire de l'OM commence à dater, et ça sans doute pour la plus grande tristesse des tribunes du stade Vélodrome. La dernière, c'était le 26 août dernier, donc encore au cœur de l'été,
sur la pelouse du stade marseillais face au stade brestois. Depuis, victoire 2-0. Et depuis, eh bien, le club ne gagne plus. Entrée en crise. Pour ce qui est de l'extra sportif, pour ce qui est de la direction, et puis aussi parce que les résultats sont moins bons. 2 grosses défaites en championnat, à Paris et à Monaco, ces dernières journées du championnat de France, et 2 nuls en Ligue Europa, c'était à Amsterdam, et ensuite hier soir face à Brighton. Est-ce que l'OM est très malade, Benjamin ? Ouais, très très malade même, je dirais. Parce que quand on regarde les résultats de l'OM, bien sûr que c'est inquiétant, mais ce qui inquiète encore le plus, c'est le contenu. Vous voyez, quand vous êtes un club comme l'OM où il n'y a pas de stabilité, où vous avez un entraîneur qui débute la saison. Gennaro Gattuso. Il arrive après. Marcelino qui débute la saison et qui démissionne derrière. On a vu ce qui s'est passé avec le président. Et puis Gattuso qui arrive, qui prend une équipe qui connaissait pas. Et ce qui est intéressant en plus, c'est ce qu'il dit derrière, après la sortie de ce match hier. Il a constaté que ces joueurs-là, physiquement, ils ne sont pas au top, qu'il leur manque des jambes. Mais c'est ça qui faisait un peu la force de l'OM l'année dernière et même les saisons d'avant avec les entraîneurs qu'ils ont eus. Et ben, cette année, on a l'impression que la préparation physique s'est faite rapidement. Peut-être c'est dû au calendrier où ils avaient un match de qualification de tout préliminaire de Champions League, où il faut faire les choses en accéléré. Mais là, ça se voit, mais tu ne peux pas mener chez toi, à domicile, 2-0. Et pour moi, l'OM, hier, ils ont joué 30 minutes. Match nul de 2 avec un but à la 81e minute. Parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui à l'OM, excusez-moi, mais qui ne sont pas au niveau. On attend énormément d'Aubameyang. Quand on va chercher Aubameyang, c'est parce qu'on perd Alexis Sanchez. On se dit qu'il va être l'attaquant phare, il va être un peu le leader de l'équipe. On voit qu'il peine quand même. Il peine, il a du mal à se remettre dedans. Rongier, qui était un capitaine solide l'année dernière et qui, à un moment donné, on l'annonçait même en équipe de France. Cette année, il est l'ombre de lui-même. Derrière, ça ne tient pas. Je trouve qu'aujourd'hui, à l'OM, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Rémi, est-ce que cet OM est inquiétant pour la suite, on va dire? Est-ce que on espérait un effet Gattuso, j'imagine, au club, en allant chercher quand même cet entraîneur charismatique, qui a un peu grande gueule, du côté de l'Italie. Et finalement, on a l'impression que ça n'a pas encore donné tout à fait son effet psychologique. Effet psychologique parce qu'on peut être grande gueule, mais pas être bon tacticien. Et d'ailleurs, son explication, comme le disait Benjamin tout de suite, ça m'a beaucoup inquiété. Parce que quand on parle de l'aspect physique, nous sommes dans un match de Coupe d'Europe, nous sommes en début de saison et où vous avez la possibilité de faire 5 changements. 5 changements. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes physiques que vous constatez, vous prenez certains autres qui sont frais sur le banc, vous dites, vous partez au charbon. Vous menez 2-0. N'oublions pas que le premier match de Gattuso, c'était contre Monaco. Eh bien, non seulement Monaco remonte, mais Monaco les fouette. Ouais. Donc, il faut savoir que quand vous voyez un grand entraîneur, et d'ailleurs, c'est ça la force du Real Madrid, c'est savoir faire souvent... Oui, vous le savez très bien. C'est-à-dire que les matchs sont gagnés au money time. C'est-à-dire que dans les dernières minutes. Alors, vous êtes un entraîneur, vous dites, je constate qu'on peut jouer pendant 60 minutes et pas plus, et que les autres, Brighton, il faut le dire, Brighton, devant Aston Villa, c'est justement l'équipe qui montre qu'elle a des faiblesses défensives et surtout physiques. Parce que Brighton prend justement 3 buts de la 65e à la 97e minute. Ils prennent 3 buts. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une dimension physique. Donc moi, quand je vois Gattuso me dire ça, je dis, mais attendez, je prends quoi? Je prends mes 3 défenseurs centraux, je gonfle au milieu de terrain et après je sais que je peux garder un score. Il ne parvient pas à le faire, c'est juste une incompétence tactique. Gattuso, on l'a vu gros, mais il ne peut pas porter des gros morceaux. Il y a un proverbe africain qui dit « L'épervier adore bien la viande de chèvre, mais est incapable de la soulever. » Et quelques réactions. Daousang, là, il a lancé l'OM, c'est plutôt l'Olympique des malheureux. Et ça réagit de partout, ça fait beaucoup rire. Ali Bintala, il nous dit l'OM, un jour ça ira. Et sinon, il se félicite de la superbe forme de Rémi. Hein. C'est lui le sauveur aujourd'hui. Rémi, toujours au top. Alors là, c'est... Xavier, est-ce qu'on peut entrevoir quand même quelque chose, des choses positives? On a vu par exemple Chancel Mbemba, début de saison compliqué et tout. Hier, il marque un but.
et il a plutôt été à la hauteur de ce qu'il fallait hier par rapport à son début de saison qui est un peu lent, qui est un peu compliqué. Est-ce que toute l'équipe va suivre la ligne Memba? De toute façon, ils ont pas trop le choix. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que cette OM-là, et Benjamin Moukanjo l'a très bien expliqué, il avait cet impératif de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qu'il a raté. Donc, il fallait être prêt très tôt dans la saison, alors qu'on est normalement en phase de préparation. Donc, ce que constate aujourd'hui Gattuso, c'est une évidence. Ils n'ont pas eu une préparation complète. Donc là, il va y avoir la trêve internationale, enfin la fenêtre internationale. C'est la deuxième quand même. Oui, mais il aurait pu se préparer déjà une première non, fois. mais lui, il n'y était pas lors de la première. Bien sûr, donc là, il va pouvoir avoir un certain nombre de joueurs, pas les internationaux, mais un certain nombre de joueurs pendant 10 jours. Il va pouvoir travailler déjà avec ceux-là. Et puis, il y en aura une autre au mois de novembre. Et on peut espérer que cet OM-là retrouve effectivement une condition athlétique suffisamment satisfaisante pour être plus performant. Parce que sa place, elle est plus haut sur le potentiel des joueurs, sur la capacité de cette équipe. Elle est pas à sa place aujourd'hui. On a l'impression qu'on attend beaucoup du secteur offensif notamment et que, que ça pêche pêche beaucoup quand même depuis le début de saison. Là. Alors effectivement, clairement, Pierre-Emerick Aubameyang est largement en dessous de ce qu'on attendait. Mais même Vitinha ne répond pas non plus aux espoirs, mais il y a peut-être d'autres solutions pour que l'OM marque des buts. Peut-être ça doit être une solution collective en s'appuyant sur les talents qu'on connaît de Harit, de Unai ou d'autres. Voilà, donc ça, c'est à Gattuso de trouver des solutions. Oui, mais une équipe, ça gagne avec un but. Oui, mais un but d'avance. Mais vous êtes à domicile, vous dites, vous cherchez toujours les gens qui marquent des buts. Là, nous avons des boulevards défensifs. Je peux vous dire que Lopez, par exemple, Lopez aurait pu être 5, 6. Mais il fait des arrêts monstrueux. Cela veut dire que c'est le secteur défensif. Et pourtant, nous avons Bemba que nous avons couronné ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque vous perdez, par exemple, certains relais, vous voyez par exemple l'OM qui avait les Zambouanguissa, on savait couper les lignes au niveau du milieu de terrain pour que ça n'aille pas directement. Mais lorsque vous vous retrouvez avec ce poème, c'est passoire au niveau du milieu de terrain. Et Gattuso, qui pourtant a des gènes défensive, ne peut pas réaliser qu'une équipe doit d'abord avoir un socle défensif. Là, c'est une incompétence de Gattuso. Ils ont pris 12 buts dans les 4 derniers matchs. Oui, Ajax, Monaco, Paris et hier contre Brighton. Ils ont eu 3 entraîneurs pratiquement pendant ce temps-là. Oui, donc l'OM, la saison dernière, avait une assise défensive en 3, avec une défense centrale à 3 et 2 latéraux. Ils sont passés à 4 depuis le début de saison. Et là, je rejoins Rémi Ngono. Effectivement, c'est une défense qui est moins solide. Mais c'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. On est d'accord. Alors, quelle est la solution? Xavier, il faut pas le travail défensif, ça ne concerne pas que les défenseurs. Et c'est ce qu'il expliquait, Rémi. C'est un travail collectif. Ça part de là-haut, au milieu, jusqu'en bas. Mais si déjà vous avez de l'espace, comme on a vu hier, entre les lignes, vous avez un bloc équipe qui est coupé en 2, voire en 3, mais c'est normal que derrière, ils prennent de l'eau. Ça, c'est normal. Et heureusement que Lopez, comme il disait, il était là hier, parce que sinon, ça finit une défaite, hein, ça c'est sûr. Bon, on verra ce qu'il en est en tout cas pour cette équipe qui reçoit Le Havre à domicile au cours du week-end. Espérons que les Marseillais feront plaisir à leur public si nombreux. Nous, on continue, on va s'intéresser au rendez-vous du week-end à ne pas manquer. Vous allez voir, il va falloir loucher. Si je dis qu'il va falloir loucher, c'est parce qu'il y a 2 matchs intéressants et à peu près au même horaire. Le premier, ce sera en Ligue 1. Il commencera un petit peu avant l'autre et c'est le derby du nord de la France. Lens reçoit Lille. Alors, 8 points séparent ces 2 équipes au classement. Le LOSC est devant, 5 points d'avance. Et pourtant, il nous semble que la dynamique soit du côté des 100 et or. Les Dogs n'ont ramené qu'un seul petit point hier des îles Féroé. Hein. On parle de 0-0 hier. Bon, la pelouse était peut-être un peu particulière. La température aussi. Alors que le RC Lens nous a offert sur la pelouse de Bollaert, avouons-le, l'émotion de la semaine. On était tous heureux pour eux puisqu'ils l'ont emporté. Vous vous en souvenez, c'était face à Arsenal. Les hommes de Francaise, tiens, Frédéric, est-ce que les hommes de Francaise sont en pleine remontada?
C'est reparti. Non, mais il a fallu digérer cet été la superbe fin de championnat, juste derrière le PSG. Il a fallu digérer le départ de quelques cadres, Openda, Seko Fofana. Et c'est vrai que le début de saison, il était plutôt catastrophique. Je crois que c'est 4 défaites, un nul sur les 5 premières journées. Et il y a eu le réveil en Ligue des Champions à Séville. Et depuis, on a l'impression qu'ils ont retrouvé effectivement cette magie, cette force collective qu'ils avaient l'année passée. Et oui, c'est reparti. Effectivement, on a l'impression, ils sont 15e, je crois, mais ça n'est qu'un... ça ne reflète pas ça n'est qu'un détail. Non, puis il n'y a pas beaucoup de points. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin? Est-ce qu'on assiste à alors, on parlait de ressort psychologique avec l'arrivée de Gattuso, par exemple, à Marseille, qui a eu lieu ou pas. Est-ce que là, il y a eu cette envolée comme ça de la part, selon vous, à Séville, où ils se sont dit, finalement, on peut le faire? Je pense qu'à Séville, déjà, c'était le match parfait pour rebondir. Parce qu'en championnat, on a vu, ils avaient du mal. Ils ont eu du mal, effectivement, à digérer le fait ils ont terminé quand même 2e la saison dernière et qu'il y a des cadres qui sont partis. Là, maintenant, il fallait se reconditionner, se mettre qu'aujourd'hui, Lens, c'est une équipe qui a attendu. Partout où elle va, elle a attendu. Peut-être pas au même titre que le PSG. Se dire quoi, finalement, on n'est pas amoindri. Oui. Ça a changé, mais on n'est pas amoindri. Moi, ce que j'adore dans cette équipe, c'est surtout le travail des scouts, des recruteurs. Ils réussissent toujours à nous sortir des joueurs capables de remplacer ceux qui sont partis. Wai, c'est un super attaquant. Voilà, il a coûté très cher, mais il a eu du mal un peu parce qu'il venait d'arriver, le temps de s'adapter. Et là, on voit qu'une fois qu'il est dedans, et un but contre Arsenal. Ça y est, maintenant, il est dedans. Dans ce match contre Séville, a été l'élément déclencheur parce que derrière, ils ont enchaîné en championnat. Et puis, je ne parle même pas de ce match contre Arsenal où tout le monde le donnait perdant. Même moi, honnêtement, je n'y croyais absolument pas. Je me disais qu'un match nul, ça aurait été parfait. Et ils vont gagner parce que derrière, ils ont un gardien aussi qui est décisif, qui a retrouvé son niveau de l'année dernière. Au début de saison, c'était difficile. Il y a une défense qui est solide. Sotoka, ce n'est pas peut-être le joueur le plus beau, mais moi, je vois les kilomètres qu'il avale match après match. C'est ce qui manque à l'OM, par exemple. Il fait des efforts, il est là. Oui, voilà. Comme vous voulez. C'est vrai qu'il y a un vrai effectif en plus à Lens, parce qu'on cite quelques noms, mais presque tous les joueurs sont interchangeables. Je dis presque, parce qu'il y en a quand même un poste d'avant-centre. Je pense que Eli Wai, il est parti pour être titulaire indéboulonnable. Et vous les voyez favoris face à Lille? Alors, oui et non, parce que c'est à domicile. Ils sont chez eux, devant leur public, évidemment. Voilà. Bon, c'est un derby. Il y a 40 km entre les deux. Mais il n'y aura aucun supporter lillois. Ils ont été interdits de voyager. Et c'est aussi bien pour plus qu'il y ait d'histoire. Par contre, il faut bien voir que le LOSC avait déjà ce rendez-vous en tête, parce qu'ils ont 48 heures de moins de récupération, plus le voyage aux îles Féroé. Et donc hier, à Tórshavn, Paulo Fonseca, il a aligné une équipe junior pratiquement, puisqu'il y a même un gamin qui a battu le record de précocité en Coupe d'Europe. Donc, clairement, dans son esprit, le match le plus important de la semaine, c'était ce derby du Nord contre Lens, à Lens. Et donc, du coup, finalement, les 48 heures d'écart entre le match de Ligue des Champions... Mais ils ont quand même voyagé. Hein. Oui, ils ont voyagé. Ouais. Mais il y a peu de titulaires, que la moitié des titulaires qui ont joué, en fait. Ouais. Donc, je pense que le désavantage qu'on pouvait penser pour Lille n'est pas aussi important que cela. Rémi, sur ce derby du Nord? Je ne serais pas d'accord avec Xavier. Vous êtes enthousiaste sur... Oui, ce sera un beau match. Bon, moi, je crois que même si on dit que Lille a laissé quelques cadres à côté, bon, ces cadres, c'était qui? C'est vrai qu'ils ont mis 3 jeunes de moins de 20 ans. Mais lorsqu'on essaie de regarder les matchs de Lille à l'extérieur, vous pouvez me rappeler leur victoire sur les 6 derniers matchs? Eh bien, ça fait un nul et 5 défaites. Donc, pour moi, ce n'est donc pas une équipe qui voyage très très bien. Or là, nous sommes sur une autre qui est sur une pente fulgurante, ascendante, alors que quand on essaie de regarder quand même le match de Lens face à Strasbourg, c'est à l'extérieur et c'est très bien joué, c'est très bien gagné. Quand on voit Valence, oui, c'est cohérent. Donc moi, je crois aujourd'hui que Lens est sur une bonne dynamique, contrairement à Lille, parce qu'il faut savoir que Lens sort quand même de la position de relégable et est en train de remonter là en flèche. Ils seront portés quand même
par cette victoire face à Arsenal. Ah oui. Parce qu'aller gagner contre Arsenal, Elle est dans les têtes. il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein. Ah Je ouais. crois En même tout que cas, c'est la cette première saison- équipe là, Cette qui saison, il gagne avait- contre Arsenal. Ouais. Non, on a beaucoup de messages pour saluer les performances de Wai, hein, justement. Aliou Baldé nous dit au début, je n'y croyais pas trop, mais ce qu'il fait est extraordinaire. Ouais. Il fallait lui laisser un peu il a de temps beaucoup pour plu. s'adapter et c'est en train de réussir. Alors à la même heure, c'est votre spécialité, hein, Xavier. Vous arriverez à suivre. Hein, il faudra suivre l'autre choc Avoir et le double celui-là. écran. Exactement. Il aura lieu en Première Ligue. À Londres, dimanche, en fin d'après-midi, retrouvailles entre le premier actuel de ce championnat, qui est Manchester City, et le deuxième ex aequo, hein. Il n'est pas tout seul avec Tottenham, c'est Arsenal. Alors on imagine, surtout, je ne sais pas pour ce match, mais que les Gunners, Xavier, ils ont quand même une petite soif de revanche là sur Manchester City. Ils ont été, on a cherché dans les statistiques avec Pierre Guérin, l'année dernière, ils ont mené ce championnat anglais pendant 248 jours. Ils ont été en tête de la 3e journée jusqu'à la 34e. Et puis hop, les Citizens, un petit coup de moins bien. Les Citizens les ont doublés et ont été sacrés champions d'Angleterre. Est-ce qu'il y a de la revanche dans l'air là où on les attend ? Et surtout, est-ce que les Gunners se sont renforcés par rapport à l'année dernière ? Oui, clairement, avec notamment l'arrivée de Rice de West Ham au milieu de terrain, qui est vraiment un métronome. Ils ont un effectif beaucoup plus large cette saison parce que justement, ils jouent aussi la Ligue des Champions. Alors, ça n'a pas suffi à Lens, effectivement, mais là, on sait que les clubs anglais, ça va être sur la durée qu'ils vont tenir parce qu'ils ont une saison de folie avec la Ligue de la Coupe. Et puis eux, en plus, ça joue à un point ou parfois à un but, hein, Voilà. la différence pour être champion. Maintenant, les Gunners ont déjà pris une petite revanche en début de saison. Ils ont remporté le Community Shield. Alors, c'était au tir au but. Ouais. Mais ils avaient été menés, ils sont revenus, À la fin. et finalement, ils l'ont remporté au tir au but. Donc, ils ont une forme de confiance quand même face aux Citizens, parce qu'ils savent les embêter. Ils les avaient notamment éliminés c'était au début du règne de Arteta, ils les avaient éliminés en demi-finale de la Cup, et ils étaient allés gagner la Cup derrière, alors que justement, il y avait beaucoup de questions sur Arsenal. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment la capacité d'embêter Manchester City. Benjamin, Manchester City est allé gagner à Leipzig au cours de la semaine, mais on en avait parlé la semaine dernière, qu'il n'était pas infaillible, il n'était pas imbattable. Et là, ils ont enregistré 2 défaites en championnat quand même, ces Citizens. Ouais, mais avec cette équipe de City, moi, je ne m'inquiète pas beaucoup. Je ne m'inquiète pas beaucoup parce que ils ont souvent l'habitude. Hein. Ils savent être présents quand il faut. Xavier le disait, à la 34e Et vous pensez que journée, là, ils sont face à passés Arsenal, devant. ils savent que, un peu comme les Lillois savaient que c'était le rendez-vous. Oui, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous et je pense qu'ils seront présents. Ils seront présents. Moi, ce qui m'inquiète un peu du côté d'Arsenal, c'est l'absence de Xhaka. Je pense qu'il est blessé. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire ce week-end. Il est parti. Voilà, donc on voit quand même, c'est une équipe différente, hein, parce que Saka, c'est ce joueur-là qui fait énormément de différence devant. Si vous n'avez pas Saka, vous n'avez pas Martinelli aussi, je crois, qui est pas sûr d'être présent. Ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est 2 joueurs à vocation. face, Oui, et puis en face, bon, Haaland, il ne marque pas beaucoup depuis le début de la saison. Non, pas trop. Oui. Attention, parce que il lui, est quand même souvent, meilleur buteur, hein. il se réveille. Hein. Et quand il se réveille, c'est souvent. Il est quand même meilleur buteur de la Première Ligue. Après, Rémi, un triplé d'Haaland face à Arsenal au cours du week-end. S'y croyez pas. Même. c'est pas un match pour lui, ça va jouer trop bien au football, ça l'intéresse pas. Non, mais c'est vrai. S'il te plaît. Rémi, il aime les matchs S'il où te il y a plaît, les équipes de Mourinho qui C'est découpent. Il toi n'aime pas ce qui genre de parlais match. tout de suite du Community Shield. Et tu te souviens que Haaland était titulaire. Tu te souviens que Haaland a été muselé, pas un seul tir cadré, pendant 60 minutes. Et maintenant, tu viens me dire, il va se réveiller. C'est pas moi J'ai qui dit, dis ça, bon, c'est Annie. donc je peux te dire que C'était une je question, souhaite Annie. plutôt qu'on mette Haaland, puisque d'ailleurs, même en Ligue des Champions, je le vois fantomatique. Ce n'est pas le même qui est bel et bien là depuis un certain temps. Donc, pour moi, je crois que aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, bien évidemment, c'est les City qui l'emportent, puisque d'ailleurs, depuis décembre 2018, eh bien, Manchester City n'a plus
perdu en première ligue contre Arsenal. Effectivement, Arsenal n'a pas réussi. Ah oui, mais cependant, quand on essaie de regarder justement leur dernière confrontation, j'ai dit bien que j'étais content de voir Arsenal gagner cela et je serais content. Je serais content, mais tu le sais très bien. Tu le sais, quand on met Pep Guardiola par terre, je m'en vais boire du champagne. Oui, il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas la poule qui va pleurer le jour du deuil du vautour. Et Robson De Souza, lui, nous dit il n'y aura aucune revanche, City va les battre. Et puis sa réplique avec des pronostics. Igor Daquet, Arsenal va gagner 2-1. Georges Padmore, 3-1 pour Arsenal. Bon, et ben rendez-vous lundi dans Radio Foot pour connaître les résultats de ce choc qu'on suivra tous, évidemment, pour vous. Allez, on continue et on termine avec les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et vos cartons, vous êtes toujours au rendez-vous, fidèles et chers spectateurs, auditeurs. Alors, on va vous faire écouter ces cartons désignés aujourd'hui et sélectionnés par David Finzel. Moi, c'est Ndeye Diouf depuis Sénégal. Alors, mon carton, il est rouge et il va directement à l'endroit de la Fédération sénégalaise de football qui est restée inerte face aux nombreuses difficultés que rencontraient les Lions lors du championnat du monde des soumis. On a remarqué que les Lions avaient des problèmes de passeport. Arrivés à destination, lors de leur première séance d'entraînement, les Lions n'avaient pas d'équipement. En tout cas, moi, je leur félicite pour leur beau parcours qu'ils ont réalisé lors de cette Coupe du Monde. Ignace Martins depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'adresse un carton vert à toute cette équipe, l'équipe du Barça, qui fait une bonne opération en Ligue des Champions. Allez-y les Blaugrana. Bisous à Xavier Barré. Ciao. Salut Radio Foot International, c'est Mamadou Alimeli de Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à cette équipe qui ne va jamais décevoir Rémi Ngono et moi, contrairement à ce que Xavier Barré pensait lors des matchs de tirage, qui disait que le Real Madrid va jouer cette Ligue Europa puisqu'on n'a rien comme attaquant. On n'a pas un neuf, et alors là, Vinicius et Bellingham peuvent tout faire pour nous. Rémi soit heureux parce que le Real va faire quelque chose cette année encore. Merci à tous. Salut Radio Foot, salut à tous, moi c'est Ndiogo Faye depuis le Sénégal. J'adresse un carton rouge à Manchester United. Ce grand club qui se fait aujourd'hui chicoter semaine après semaine par presque tous les clubs d'Europe. Carton rouge. Comme le dit un proverbe africain, celui qui épouse une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive son maïs au bord de la route. Bonne émission à vous, ciao. Marc Akpo, depuis Parakou au Bénin. Mon carton, il est vert, vert pour l'équipe de Lens. Lens qui cette saison peine à retrouver ses marques en Ligue 1 et dont on ne vendait pas cher la peau avant la rencontre avec les Gunners d'Arsenal. C'est une prestation XXL des hommes de Franck Hez. Bravo, bravo vraiment à Lens. Bonsoir les cafés des sports, moi c'est Johnny depuis le Lubumbashi en RDC et je donne un carton vert au Magpies de Newcastle car j'étais particulièrement déçu de leur début de saison. Mais là, j'ai l'impression que ça va, qu'ils se reprennent en main. Et on l'a justement vu face au PSG. Bonjour, Radio Foot International. Moi, c'est Boyer depuis Lomé. Je veux donner un carton vert à Luis Enrique pour le changement qu'il a commencé à apporter au PSG, parce que c'est visible. En même temps, je veux lui passer un message. S'il vous plaît, traduisez-lui le message là en espagnol, parce que je ne comprends pas l'espagnol, sinon j'allais parler espagnol. Dites à M. Enrique que nous, les supporters parisiens là, on a tellement souffert, on a tellement été la risée du monde entier qu'on ne peut plus souffrir, on est fatigué. Pardon, il n'a qu'à faire ce qu'il connaît, le 4-3-3. Il n'a qu'à laisser faire des 4-2-4 et 6-2-4, quoi là, il n'a qu'à laisser. Parce que là où on est aujourd'hui là, on ne peut plus supporter une autre désillusion. Parce que notre cœur risque de lâcher. Pardon, bonne émission. Salut Radio Foot, ici c'est Josué depuis Brésil. Carton vert à l'équipe des Fluminense de Marcelo qui vient de se qualifier pour les finales de la Libertadores. Une bonne émission à vous. Salut Rémi. C'est Boubacar Diallo depuis l'Abbé. Vous
envoie ce carton depuis le stade régional AC Abdoulaye Diallo de la Baie, où se tient en ce moment même une grande finale qui oppose les différents quartiers de notre ville, la Baie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le stade est plein à craquer. La jeunesse qui s'est fortement mobilisée pour assister à cette grande fête du football au stade de la Baie. Allez, carton vert à tous les jeunes de ma ville, la Baie, et aux organisateurs de cet événement. C'était vraiment toujours très recherché vos cartons et puis un salut donc aux Guinéens et aux supporters guinéens, aux jeunes supporters qui vont dans les stades et qui les remplissent. Frédéric, allez, votre carton, parce que vous avez un carton vert, on trouve ça bien de commencer par le vert. Il est vert, effectivement, pour saluer les performances d'un international gabonais. Alors, il ne joue pas à l'Olympique de Marseille en Ligue 1, hein, c'est pas Pierre-Emerick Aubameyang. Il a joué en Ligue 1 à Saint-Etienne il y a 1 an et demi, mais là, il est de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, Denis Bouanga. 17 buts depuis le début de la saison. Il est meilleur buteur de la MLS. Il vient de qualifier son équipe Los Angeles pour les playoffs. Il est en pleine forme, et on savait qu'il avait du talent. On aurait bien aimé le voir un peu plus longtemps sur les terrains européens. Il est parti là-bas, il fait le bonheur de Los Angeles. Ouais, Saint-Etienne doit bien le regretter. Rémi. C'est mon maillot. Rouge contre les autorités du Tchad. Vous vous rendez compte? Ces gens, on leur a donné une fédération. Ils sont venus pour bouffer tout le budget. La fédération est finie. On leur dit maintenant, on met un comité de normalisation. Ils restent là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incapables d'organiser un championnat. Mais par la suite, ils disent qu'ils vont participer à la Coupe du Monde 2026. Ils doivent jouer contre le Mali et ceci. Ils appellent des joueurs par téléphone, des joueurs qui ne sont même pas en compétition. 15 joueurs. Et par la suite, ils disent, nous partons maintenant jouer en Arabie Saoudite. C'est là-bas, il y a leur stage qui vont organiser. Et par la suite, ils disent que pour le match, nous irons maintenant au Maroc, à Agadir. Mais les gars, vous êtes incapables de pouvoir au moins faire un stade dans les normes. Vous passez le temps à voler de l'argent. Vous passez le temps à détruire le football tchadien aujourd'hui. Et finalement, vous dites tout ceci pour aller finalement dire que c'est vous comptez sur le Maroc. Il y a un proverbe africain qui dit « Le fou abat l'arbre qui est dans sa cour et va se réfugier en brousse-ciel au voisin. » En tout cas, un coup de chapeau au Sao, parce que les pauvres, c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas simple pour les joueurs tchadiens. Benjamin? Mon carton, il est vert comme ça. Rémi va un peu redescendre, ça va lui faire plaisir. C'est pour Jude Bellingham. C'est un joueur que je trouve extraordinaire, qui a marqué, je crois, 8 des 9 derniers, qui a marqué 8 buts sur ses 9 derniers matchs depuis le début de la saison. Merci à Carlo Ancelotti d'ailleurs, parce qu'il a positionné sur le terrain à une place qu'il adore. On le voit briller, il nous fait briller ce joyau, c'est un super joueur. Vous voyez, Rémi, il est content en plus. Rémi, il est content. Non, voilà. J'étais fâché tout de suite. C'est un carton vert parce que Rémi, il est un peu trop monté. Il fallait qu'il redescende. Xavier. Oui, carton vert comme notre auditeur du Brésil à Fluminense. Alors, je sais que vous êtes plutôt Flamengo, mais Fluminense est en finale de la Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Et eux, ils ont gagné pour aller jusqu'en finale, contrairement à Boca Junior, qui a fait 6 matchs nuls et pour accéder à la finale. Ils sont en finale aussi. Carlos donc Bianchi est on très verra content. si Fluminense tient le rang. Il y a Marcelo, effectivement. Il y a aussi Felipe Melo qui a 40 ans. Et l'entraîneur, c'est Fernando Diniz, qui est l'intérimaire de la sélection brésilienne. Et nous, si vous nous regardez, eh bien, vous verrez, notre carton vert va à ce supporter, ces supporters du Pays Basque. Il y avait un match entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. La Real Sociedad l'a emporté 3-0. Et pendant que les supporters bleus et blancs fêtaient, il y en avait un en rouge et blanc au milieu qui souriait, que personne n'a embêté et qui avait l'air très heureux aussi pour l'équipe adverse. Ainsi va le sport et viva le fair play au Pays Basque. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé avec tant d'énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour ce qui est du Café des Sports. Et merci à tous. Très bon week-end.